le premier lundi du mois d'octobre, la reprise des travaux judiciaires sur toute l'étendue du territoire. Dit que cette mesure produit ses effets dès la présente minute. Données de nous, Jean-Claude Théogène, vice-président, Franzi Philémon, Kessner Termézy, Jean-Joseph Lebrun, Altenor Barthélemy, juge à la Cour, ayant foi de croix, etc. Notre pays vient de connaître une période de dures épreuves, avec la pandémie qui secoue encore le monde, le deuil qui a bouleversé la conscience nationale, le séisme qui a ravagé la partie méridionale du territoire, le climat d'insécurité sans cesse menaçante, et c'est dans ce contexte que nous sommes rassemblés pour proclamer d'une manière solennelle la reprise des travaux judiciaires des cours et tribunaux de la République en conformité de l'article 75 du décret du 22 août 1995 portant sur l'organisation judiciaire. En dépit de ces vicissitudes qui ont secoué nos institutions, nous saluons le courage de tous les magistrats, les auxiliaires de justice et tous les hommes de bonne volonté qui se sont allés jusqu'au bout de leurs efforts, pour la continuité du service. Nous déplorons les imprévus, les impondérables, les incidents fâcheux qui ne leur ont pas permis d'accomplir parfois leur mission de distribuer une saine et impartiale justice en toute sérénité. Ubius ibi societas. Si l'existence d'une société implique la présence d'un droit, la réciproque est vraie. Le droit ne se conçoit pas en dehors d'un cadre social. Les théoriciens du contrat social admettent dès lors que c'est le premier indice de civilisation de toute société qui aspire à un état de droit, pas seulement comme un idéal, mais encore un projet à réaliser, un but à atteindre. Vivere honeste, sin alteris laedere, suum quique tribuere. À ce que reconnaît le jurisnaturalisme, vivre honnêtement, sans léser le droit des autres et rendre à chacun selon son dû, Rousseau ajoute que ce que l'homme perd en s'associant, c'est la liberté naturelle. Et ce qu'il gagne, c'est la liberté civile, qui le rend plus libre qu'auparavant. C'est-à-dire avec la garantie que ses droits seront respectés autant qu'il doit respecter ceux des autres en accomplissant ses devoirs envers la société. Il n'y a donc point de liberté sans loi. D'accord. Oui. Pendant cette année, les cours et les tribunaux ont toujours travaillé dans la mesure du possible, et c'est ainsi que le rapport accuse un nombre total de 1822 décisions rendues par les tribunaux de la République. La Cour de cassation a rendu 48 arrêts et sur ces entrefaites, nous voulons croire
que cette année sera encore bien plus fructueuse. Monsieur le Premier ministre et les membres de son cabinet, Monsieur le directeur général, le secrétaire général et les directeurs généraux, distingués invités, nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation et de nous gratifier de votre présence pour rehausser l'éclat de la séance d'ouverture. L'année judiciaire 2021-2022. Avant de vous souhaiter une bonne année judiciaire, nous vous demandons une minute de recueillement à la mémoire de notre président René Sylvestre, qui nous a quittés, et aussi pour les deuils, et particulièrement celui du président de la République, qui a secoué la conscience nationale. Merci. Pardon? Oui, oui. À tous nos collègues magistrats, à tous les auxiliaires de la justice, à tous les officiers ministériels, à tous les membres du barreau de l'ordre des avocats, à tous nos collaborateurs, nous souhaitons une bonne année, serrons les coudes, marchons unis pour le pays et les ancêtres. Merci. Le premier lundi d'octobre ramène chaque année la rentrée judiciaire, avec la tradition et la législation répondant aux vœux du premier alinéa de l'article 75 du décret du 23 août 1995. Une année judiciaire vient de prendre fin, une autre est entamée à ce jour. Au regard d'un bilan qu'il conviendrait de dresser, le parquet près la cour d'appel, près la cour de cassation, est loin de pouvoir s'estimer heureux ou satisfait. Cela, non par insouciance ou carence de volonté, mais par la force des circonstances. En effet, la motivation et la détermination de mes collaborateurs et moi n'ont pas permis de transcender, d'éponger les grandes difficultés auxquelles tout le système judiciaire haïtien eut à faire face ces derniers temps. Ainsi, l'objectif de fonctionnement adéquat devant faciliter la satisfaction des contribuables à travers une saine distribution de la justice n'a certainement pas pu être atteint. Dans cet ordre d'idée, beaucoup reste donc à faire pour finaliser les dossiers légaux, pour atténuer la détention préventive prolongée, mieux répondre aux attentes des justiciables et au pays en général. Cependant, le parquet de la Cour de cassation n'a pas chômé. En ma qualité de commissaire du gouvernement près cette Cour, encadré par cette intrépide équipe constituée de mes substituts, nous pouvons dire avec fierté que nous avons un bilan mitigé
une année bouleversée, marquée par des moments turbulents. Nous avons un total de 290 dossiers rétablis au greffe, 13 arrêts pénaux expédiés dans les juridictions concernées, 52 réquisitoires non rétablis, 123 réquisitoires en état, 7 affaires auditionnées en section réunie, 39 affaires auditionnées en première section, 27 auditionnées en deuxième section, affaires ordinaires première section, 24 réquisitoires en état, affaires urgentes première section, 25 réquisitoires en état, affaires ordinaires deuxième section, 40 réquisitoires en état, affaires urgentes, 34 réquisitoires en état. Dans ce secteur, nous voudrions tant voir les promesses se transformer en action au bénéfice de la population haïtienne en général. La nécessité urgente se fait sentir d'œuvrer à la normalisation de fonctionnement de la Cour de cassation. Déjà, cette Cour est rudement confrontée à une pénurie de juges. Cette prestigieuse Cour, qui est une institution républicaine, est menacée de paralysie avec la fin du mandat de 3 juges en février prochain. Par ailleurs, nous exhortons les différentes associations ainsi que les différents barreaux à travailler en étroite collaboration avec les parquets, les cours et les tribunaux de l'ensemble du territoire en vue du fonctionnement harmonieux du secteur judiciaire de manière à éviter les grèves à répétition qui pénalisent presque 6 catégories de gens professionnels ou non professionnels, tels que les détenus qui sont en détention préventive prolongée et qui attendent leur sort par devant une juridiction de jugement. Les avocats seniors qui ont un cabinet, qui ont un budget et des responsabilités, par exemple loyer, famille, employés. Les jeunes avocats qui ont commencé à exercer le métier pourront être en difficulté. Les stagiaires qui sont en quête d'expérience et d'encouragement. Les étudiants en droit, généralement très intéressés à assister aux audiences, aux fins de commentaires et même parfois à rédiger certains devoirs en la circonstance. Il y a aussi les nouveaux magistrats, généralement nommés, prennent du temps pour acquérir l'expérience nécessaire à raison des turbulences de rue ou encore des mouvements de protestation de grève. Enfin, le public en général en quête de formation et d'information. Parallèlement, revêtant notre casquette de co-détenteur du pouvoir de veiller à la bonne marche de notre tribunal suprême. Nous sommes les témoins privilégiés des sacrifices déployés par les juges de cette cour. La magistrature debout ne saurait se tenir pour remplir efficacement sa mission, indépendamment de l'efficacité du travail de la magistrature assise. Cette complémentarité a toujours été, est encore et restera utile. L'indépendance du bon fonctionnement de la plus haute institution judiciaire aussi que notre histoire de peuple insérée dans la Constitution louverturienne de 1801. La Cour de cassation a traversé
nos 2 siècles d'histoire dans le calme et la sérénité. Puis chaque acteur du secteur judiciaire continue sans relâche à hisser toujours plus haut le flambeau qui nous est transmis avec la vision, l'objectif de pouvoir rassurer les justiciables de l'impartialité, de la justice distribuée. Cette impartialité, qui est le symbole de la justice, est garantie par l'indépendance de celle-ci. Cette indépendance vénérée par tous les magistrats est à juste titre jalousement réclamée à l'égard des autres pouvoirs. Elle doit être aussi bien être pratiquée à l'égard de toutes les autres forces extérieures à la justice. Qu'il s'agisse de la société civile, de groupes de pression, de forces politiques, du pouvoir de l'opposition, la justice, tout comme la femme de César, ne doit pas être soupçonnée. Elle ne doit faire le jeu d'aucun groupe. Elle ne doit suivre le courant d'aucune pensée, fût-elle une pensée qui s'apparenterait à une pensée dominante. Le mot du droit en tout temps, être la boussole. S'il est vrai que la Cour de cassation constitue le dernier rempart et le gardien du droit et de la loi. On doit veiller qu'elle agisse en respectant toutes les prémices, particulièrement sa mode de saisine. C'est dans le respect des règles de droit et en restant à l'écart de toute confusion que nous pérenniserons nos décisions et gagnerons le respect de la postérité. Les perdants en face des gagnants, du côté des justiciables, n'empêchent pas à la justice de triompher si et seulement si la loi reste la boussole, le guide suprême. Toutefois, cette dichotomie gagnant-perdant peut être gommée ou contournée lorsque les deux parties plaignantes et défenderesses conviennent de recourir de commun accord à la chambre de conciliation et d'arbitrage. Alors, sous les auspices de nous autres, la magistrature, une entente à l'amiable est obtenue à la satisfaction des deux parties, écartant ainsi un jugement, un procès, une condamnation et tout le cortège des implications, l'un comme pour l'autre camp. Ainsi, nous exhortons les uns les autres, tant de la communauté des justiciables que de la magistrature, à explorer davantage la piste de la conciliation permettant un règlement à l'amiable ou concerté des conflits portés par devant les instances judiciaires. De notre côté, une synergie agissante et manifeste est à instaurer ou à renforcer en vue de meilleur fonctionnement du secteur de la justice entre les juges et les commissaires du gouvernement, entre les magistrats, les barreaux et les membres de la Bazoche en général. Nous sommes tous magistrats, justiciables et les différents acteurs du système, les maillons d'une même chaîne, appelés chacun à jouer sa partition ou son rôle dans le progrès, le développement de notre pays. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, fer de lance du pouvoir que lui confère la législation du 13 novembre 2007 pour être l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir, est capable d'œuvrer et de faire œuvre au fonctionnement du secteur de la justice. Le premier lundi d'octobre est la réouverture solennelle des tribunaux dans les 18 juridictions de notre pays. Malheureusement, l'une d'entre elles est à l'agonie depuis tantôt 4 ans.
Traditionnellement, cet événement est marqué d'un bilan de l'année écoulée, présenté respectivement par le président de la Cour de cassation de la République, le commissaire du gouvernement près de la dite Gros et le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cette année, le bilan du barreau de Port-au-Prince est on ne peut plus mitigé. Vous connaissez la raison. À quelques jours de la reprise des travaux judiciaires, les parquetiers près les tribunaux de première instance des 18 juridictions, en désaccord avec leurs supérieurs hiérarchiques, ont décidé de faire la grève. Elle a duré tout le premier trimestre. Une fois levée, d'autres événements politiques se sont succédés. On se rappelle le fameux épisode du coup d'État du 6 février 2021 qui a valu la mise à la retraite de 3 juges à la Cour de cassation, suscitant l'arrêt de travail des magistrats assis. La décision gouvernementale du 16 mars 2021 décrétant l'état de siège dans la zone du boulevard Harry Truman, siège du palais de justice. Une zone effectivement à haut risque dans laquelle les magistrats, les avocats, les officiers ministériels, le personnel administratif et de soutien, les justiciables guettent la mort à chaque fois qu'ils s'y rendent. D'ailleurs, des personnes ont été tuées dans l'enceinte même du palais de justice. Le maigre bilan des activités du barreau est donc à ce prix. Le tableau de réalisation du barreau de Port-au-Prince pour l'année judiciaire 2020-2021 se présente donc ainsi. Assistance légale avec JSSP, 384 cas reçus, 183 libérations, 8 condamnations, 193 dossiers en cours. Sur 88 sollicitations, 63 ont bénéficié d'une consultation. Avec la clinique juridique supportée par le PNUD, 4 cliniques juridiques ont eu lieu. 159 consultations sont données. Total, 163. 99 élèves avocats des promotions Georges Sylvain et Montferrier d'Orval sont admis en stage après le cycle de formation initiale de l'école du barreau. 9 activités de formation académique ont été réalisées sur des sujets variés, notamment les avocats et le droit de la femme, la problématique de changement constitutionnel en Haïti, état de droit et la refondation de l'état de droit, genre et équité, blanchiment des avoirs, corruption, etc. C'était l'année de mobilisation justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Elle fut marquée de marches, sit-in, dépôt de gerbes, conférences de presse, conférences débat, mais surtout par les 12 publications de mots, sans oublier toutes les démarches entreprises pour la constitution d'une commission internationale d'enquête. Je ne manquerai pas de remercier publiquement l'ancien commissaire du gouvernement, Bedford Claude, qui avait tout fait pour saboter le dossier du bâtonnier Montferrier d'Orval. La justice ne meurt jamais. Nous ne baisserons pas les bras. Les auteurs intellectuels, co-auteurs, complices et exécutants de ce crime crapuleux paieront. La justice est une pour tous. Elle en profitera de la présence de l'ancienne première dame de la République, Martine Moïse, sur le territoire pour l'auditionner également dans l'affaire du bâtonnier Montferrier d'Orval. Et dans le respect du principe de l'alternance, vous êtes les témoins privilégiés de l'intronisation des nouveaux dirigeants de l'ordre. C'est l'exemple à suivre pour les politiques de ce pays. Le barreau de Port-au-Prince laisse peu de place au compromis, accouchant les dirigeants intérimaires. 11 ans après le terrible tremblement de terre qui a détruit notre édifice, jamais un effort n'a été fait pour reconstruire l'immeuble, à part la pose de la première pierre avec grand renfort de publicité. Le bâtiment situé au boulevard Harry Truman, le palais de justice, est aussi inadéquat en dépit de l'expansive zone rouge. Il est toujours complètement inondé. Après chaque averse, la bibliothèque du barreau a perdu quasiment tous ses ouvrages. On ne peut faire de l'ancien local de l'USAID un tribunal. Il faudra savoir pourquoi ces propriétaires ont déménagé. La délocalisation du tribunal est importante. Le barreau de Port-au-Prince ne cessera jamais de la réclamer. Situé dans le quartier le plus malfamé de la capitale, à quelques pas de ce faubourg abusivement dénommé Village de Dieu,
où l'horreur règne en maître. Un peu plus loin vers le nord se trouve la Saline, où un véritable code de la délinquance est en application par une poignée d'édiles ayant droit de vie et de mort sur quiconque s'aventure sur leur territoire. Aller au tribunal relève du défi. Toutes les autorités du pays, légitimes ou de facto, ont été saisies de la question. Feu le président de la République, tous les premiers ministres de ces 2 dernières années ont entendu le cri des avocats, des auxiliaires de la justice, des juges, des justiciables, des centaines de prisonniers, des femmes maltraitées, des enfants abandonnés, des victimes de spoliation, d'escroqueries, d'accidents, d'abus d'autorité, de viols, de vols. Hélas, ils se sont moqués de leurs suppliques. Quant au ministre de la Justice, il serait fastidieux d'énumérer les rencontres et les correspondances qui leur ont été adressées pour demander la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. On ne doit pas fuir, a toujours été leur réplique, à croire qu'ils se sont donné le mot en héritage. Pourtant, ils ne s'y rendent pas, même en blindé. Pourquoi c'est aux avocats d'y faire face? D'ailleurs, combien d'agents d'unités spécialisées de la PNH ont laissé leur peau pour avoir osé pointer leur nez dans les parages? Certains ont été capturés, jugés, exécutés, mis en terre sous le regard impassible de la mère justice, devenue la marade de ceux qu'elle devait protéger et défendre. Notre serment est différent de ceux du président et des policiers. Pourquoi nous devons rester les cibles des gangs armés? Toutes les tentatives de notre valeureux doyen se sont soldées par un échec. L'unique exception a été le ministre Vincent qui a semblé souscrire finalement à la requête. Sous le bénéfice du doute, le temps lui a fait défaut. J'avais rencontré le ministre ad interim de la Justice présent devant moi ce matin, qui a eu la bonté de me recevoir immédiatement, en dépit d'un agenda débordant, et je le remercie encore. Un seul point a été débattu. Pendant tout le temps, le ministre et le directeur de la police qui se trouvaient sur les lieux ont discouru sans ménagement, comme les autres. La rengaine n'a pas manqué grand-chose. Je suis sortie de cette rencontre déçue, confuse, mais toujours motivée à solliciter et à obtenir la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Voilà pourquoi ce matin, en cette audience inaugurale, le barreau de Port-au-Prince, la communauté juridique de la juridiction de la Cour d'appel de Port-au-Prince, par mon organe, vous saurez gré, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de mettre à exécution l'engagement de votre prédécesseur. La justice a besoin d'un environnement sain, pour dire le mot du droit. Le bicentenaire n'offre plus cette garantie il y a de cela plus de 2 ans. Si nous voulons effectivement que les tribunaux soient efficaces et efficients dans la distribution d'une saine et impartiale justice, la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince est à cet instant même un impérium. Dites-vous, Monsieur le Premier ministre, et chacun des membres de ce gouvernement présents dans cette salle, ou les futurs membres du nouveau gouvernement, puisqu'on en parle, dites-vous que la délocalisation du palais de justice est la pochette de sang que l'équipe chirurgicale attend pour sauver la vie de votre enfant actuellement sur civière dans une salle d'opération. Le défi institutionnel que vit le pays depuis le 2e lundi de janvier 2020, accentué avec l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, est un sujet de grande préoccupation pour le barreau de Port-au-Prince. À ce vide constitutionnel, les forces politiques, opposition politique d'autrefois et actuelle opposition, les entités de la société civile se mesurent à travers des accords, de désaccords pour la gouvernance de la République. Ce qui est préoccupant, rien ne semble augurer dans les différentes initiatives une volonté de revenir à la normalité constitutionnelle, mais également poser des jalons pour qu'Haïti n'ait plus à revivre ces épisodes de régime d'exception. Je suis vraiment confuse. Il est vrai qu'il existe des théories dérogatoires légitimant l'adoption de mesures particulières en situation exceptionnelle. Cependant, je ne peux taire en appréhension devant la pétition des magistrats de l'ordre judiciaire sollicitant de l'administration intérimaire la prise de fonction des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ma préoccupation est d'autant plus grande pour les justiciables qui peuvent se retrouver devant des juges tout-puissants, ne répondant disciplinairement devant aucune instance.
puisque les autorités disciplinaires doivent l'exercice de leurs fonctions à la pression de ces juges sur le pouvoir exécutif. Le Conseil des ministres agissant sous la présidence du Premier ministre, l'intérêt de cette démarche est on ne peut plus troublant pour le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Cette pétition me trouble davantage quant à l'exercice de la profession d'avocat. Mesdames, Messieurs les juges, les commissaires, substituts, commissaires. À cette tribune et à pareille date, depuis environ une décennie, il y a une revendication qui revient toujours. La concurrence des avocats par des magistrats assis et debout dans leur pratique professionnelle. Des plaintes n'ont pas été suivies des faits. Je crains que les membres du CSPJ soient en mesure de poursuivre cela de qui ils tiennent l'effectivité de leur pouvoir. J'espère sincèrement, aussi bien pour la sérénité de la justice, la protection du public et la sécurité professionnelle des avocats, ne pas avoir raison. Mesdames, Messieurs les juges, je vous exhorte, comme l'a déjà fait votre feu président, restez loin de la politique active. On est embarrassé, à tort ou à raison, d'entendre l'émission de mandat d'amener, de mesures d'interdiction de départ, voire même l'arrestation de juges à la plus haute instance judiciaire. Un magistrat de l'ordre judiciaire ne peut et ne doit pas avoir de position politique publique, car de par sa fonction, il peut être appelé à connaître du cas sur lequel il avait jadis émis une opinion. Les magistrats ne peuvent et ne doivent pas se lancer dans une bataille d'opinion à l'instar des politiques. Laissez la politique aux politiciens, à moins de choisir de les rejoindre dans leur arène en démissionnant. C'est le droit de tout citoyen de participer aux activités de son pays, mais avec toutes les conséquences liées à la déontologie des magistrats. Je suis pour de meilleures conditions de travail aux magistrats. Il faut les mettre à l'abri de la corruption et de toutes les tentations. Mais je suis aussi pour leur discipline et surtout leur neutralité et leur indépendance. Chers collègues du barreau de Port-au-Prince, je vous invite également à la retenue dans vos prises de position publique. Les règlements du barreau de Port-au-Prince reconnaissent le droit d'un avocat de communiquer avec le public sur un dossier en cours, mais dans la forme et les conditions définies par les 10 règlements ainsi que le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Vous êtes donc avertis que les écarts ne seront pas tolérés. J'en appelle également aux membres des syndicats d'avocats qu'ils ne sont pas en rivalité avec le Conseil de l'Ordre. Trop souvent, ils ont eu à prendre des positions contraires à l'éthique de la profession d'avocat. La liberté syndicale ne peut pas s'exercer en violation des règles régissant l'exercice de la profession d'avocat. J'ai un mot spécial pour le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, magistrat Bernard Saint-Ville, qui a toujours été d'une collaboration sans faille. Chers compétiteurs, déclarés et ceux qui se sont désistés au dernier moment, je vous remercie d'avoir donné encore du sens aux dernières compétitions. Je considère vos participations comme un témoignage d'intérêt pour les activités du barreau de Port-au-Prince. Voilà, je vous convie à me rejoindre pour un barreau de Port-au-Prince uni, protecteur du public et défenseur des droits et intérêts de tous les membres de la corporation. À vous, chers collègues du Conseil, je n'ai vraiment pas de mots pour traduire ma gratitude à votre égard. Vous avez été jusque-là d'une collaboration exemplaire. Redoublons l'effort pour la réussite de ce nouveau mandat. À l'équipe de campagne, merci pour le succès. Au personnel administratif de soutien, merci pour tous vos sacrifices et votre collaboration. Je voudrais terminer en sollicitant du doyen la désignation de notre juge d'instruction sur le dossier de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, en réaffirmant la demande du barreau au pouvoir exécutif de la formation d'une commission d'enquête internationale et lui réintégrant également la délocalisation du palais de justice. Au nom du barreau de Port-au-Prince et en mon nom personnel, je souhaite aux magistrats assis et debout, aux avocats, aux officiers publics, au personnel administratif et au petit personnel une bonne année judiciaire 2021-2023. Je viens d'entendre des discours éloquents prononcés par des personnalités de premier plan de notre système judiciaire. J'aurais pu choisir de me taire et de ne pas prendre la parole ce matin.
Mais l'occasion est trop importante pour que je la laisse passer sans partager avec vous quelques réflexions sur la situation de notre système judiciaire et sur la nécessité de saisir le taureau par les cornes pour nous attaquer tous ensemble aux maux qui le minent. L'année judiciaire qui s'ouvre aujourd'hui trouve notre pays dans un état lamentable. Je ne le redirai jamais assez. Toutes nos institutions démocratiques sont dysfonctionnelles et nous vivons l'effondrement de notre jeune démocratie. Le pouvoir exécutif est amputé de son président lâchement assassiné. Il manque une chambre au pouvoir législatif et celle qui reste ne peut pas régulièrement fonctionner avec seulement 10 élus. Le pouvoir judiciaire fait face à de nombreuses difficultés qui le fragilisent et réduisent chaque jour davantage sa cote de confiance auprès des justiciables. Nous avons l'obligation de tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Les assassins et les kidnappeurs sont dans la ville et ils font régner la peur dans nos cités. Il nous incombe à tous qui avons des responsabilités dans l'appareil d'État et particulièrement dans notre système judiciaire, d'œuvrer ensemble pour redresser la barre et remettre notre démocratie sur les rails. Il est de notre devoir de regarder la réalité en face et de faire un diagnostic sans complaisance de ce qui ne va pas dans la justice haïtienne. On l'a dit malade, on l'a dit corrompu, on l'a dit inefficace, on l'a dit trop lente. Les critiques pleuvent de toutes parts. C'est à cela que nous devons apporter une réponse, et ceci au plus vite. Un bâtonnier a été assassiné chez lui, et nous attendons aujourd'hui encore que justice lui soit rendue. Je mentionne ces cas célèbres, mais cela ne veut pas dire que j'oublie les autres, les nombreux autres, tous les autres. La liste serait trop longue. Si je devais énumérer tous ceux qui ont perdu la vie dans des circonstances pénibles et dont les dossiers prennent de la poussière dans les tiroirs de nos tribunaux. Un crime odieux en chasse un autre. Des gros titres de l'actualité et tout le monde semble oublier et chacun continue de vivre sa vie. On entend de moins en moins parler des massacres qui ont défrayé la chronique et rendu tristement célèbres dans le monde entier plusieurs quartiers populaires de la capitale. La responsabilité de réfléchir et de trouver des solutions nous incombe à tous, membres du gouvernement, juges, auxiliaires de justice, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Notre pays a signé et ratifié les conventions internationales sur la lutte contre la corruption, aussi bien celles de l'Organisation des Nations Unies que celles de l'Organisation des États américains. Nous devons explorer l'option consistant à solliciter pour nos juges chargés de ces dossiers les assistances techniques qui sont prévues. Depuis ma prise de fonction à la tête du gouvernement, je reçois régulièrement des demandes d'assistance de la part de paisibles citoyens qui se sont fait déposséder par des spoliateurs sans foi ni loi, d'un bien qu'ils savaient avoir régulièrement acquis au prix de lourds sacrifices. Comment voulons-nous que notre pays attire des investisseurs d'envergure si notre système judiciaire ne peut pas garantir
un minimum de sécurité juridique ou foncière? Qui viendra construire des grands hôtels et des stations balnéaires si à tout moment quelqu'un peut venir revendiquer la propriété d'une parcelle avec de faux papiers? Je ne peux pas, en cette occasion solennelle, passer sous silence le travail qu'accomplissent les auxiliaires indispensables à une saine distribution de la justice que sont nos policières et nos policiers. On oublie trop souvent de rendre hommage à leur courage et à leur esprit de service. Ils travaillent dans des conditions difficiles, avec peu de moyens. Plusieurs sont tombés dans le cadre de leur service. Ils sont souvent la cible des bandits et malgré tout, ils continuent à veiller sur nous. Ils sont des pères de famille, des maris, des fils et des filles. Ils ont droit à notre reconnaissance et leurs proches ont droit à notre soutien, surtout quand ils ont du mal à faire le deuil de leur disparition parce que leurs dépouilles sont restées sans sépulture. Observons un petit moment de silence, en mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour nous servir et nous protéger. Je vous demande une minute de ça. Merci. J'exprime hautement ma foi dans une magistrature indépendante, empreinte de dignité, de sérénité, dans une magistrature forte, éclairée et sereine. Je veillerai à donner au pouvoir judiciaire les moyens, notamment les moyens de son indépendance. Hors de là, pas de justice. Ce sera l'œuvre personnelle des magistrats de mettre en exergue l'éminente dignité de leur propre personne. Hors de là, les justiciables n'auront guère confiance, comme ils en ont le devoir dans la justice de leur pays. Hors de cela, notre justice sera la cible permanente des forces obscures, occultes, qui voudraient s'en approprier non seulement la vocation fondamentale, mais encore toutes les œuvres qu'elle aura produites. Mesdames, Messieurs, les juges œuvrant dans les différentes juridictions de la République, je me fais le devoir de vous rappeler votre responsabilité essentielle sur le terrain déontologique, professionnel et disciplinaire. La responsabilité des juges au demeurant n'est que le corollaire de leur indépendance. Elle est à la mesure des pouvoirs qui nous sont dévolus. Saint Louis, le rédacteur de l'éthique du juge impartial, qui au terme même de l'ordonnance sur les baillis de 1254, enseigne, je cite, on doit faire droit à chacun sans exception de personne, aussi bien aux pauvres qu'aux riches. On ne doit jamais oublier que la justice n'est pas seulement le service du justiciable, mais est aussi le service du bien commun à travers chaque jugement. Le texte constitutionnel qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés n'édicte pas un vague de principes. Il assigne à la justice un devoir. Dans un système véritablement démocratique, l'autorité n'échappe pas au contrôle. La société démocratique est par excellence une société de responsabilité, marquée par la primauté
et la vitalité de la règle légale. Puisque le juge occupe une fonction éminente dans le fonctionnement de la démocratie, il lui échappe d'assumer pleinement ses responsabilités. À l'instar de certains autres services publics, la justice doit entrer à son tour dans une logique d'évaluation. Chacun sait que l'efficacité du système pénal est le meilleur outil d'évaluation de la justice d'un pays. Le magistrat Pierre Drey dit quelque part, dans une société bouleversée, déchirée, confrontée à toutes les violences physiques et morales, et souvent impitoyables, le juge doit inspirer confiance et être pour chacun de nos concitoyens un recours et une source d'espérance. Ce doit être notre ambition de tous les instants. Sur un autre registre, je dirais que malgré quelques efforts consentis au cours des années précédentes, beaucoup de nos tribunaux sont mal logés ou sont logés dans des conditions indignes et inacceptables. L'État devra progressivement prendre ses responsabilités à ce sujet. Selon moi, la justice devait être rendue, j'allais dire célébrée, dans des palais dignes de ce nom, du même calibre que ce bâtiment imposant qui nous accueille aujourd'hui. Je sais aussi que les conditions de travail de nos juges sont souvent précaires. Certains membres du système judiciaire ont eux aussi été victimes de cette criminalité qui n'épargne personne. Je sais que les besoins sont immenses et que les moyens sont plus que limités. Mais je vais continuer à regarder de près ce qui se passe dans le système judiciaire. J'ai installé les membres du CSPJ, pilier indispensable dans le fonctionnement du système, parce qu'il garantit la séparation des pouvoirs et assure la discipline au sein de votre corporation. D'autres décisions devront être prises après concertation pour renouveler le mandat des juges qui ont obtenu un avis favorable du CSPJ. Il nous faudra également réfléchir aux mesures appropriées à prendre en vue d'éviter que la Cour de cassation ne devienne dysfonctionnelle. Je ne saurais terminer mes propos sans rappeler que le président Jovenel Moïse doit bénéficier de la justice pour lui et pour la nation. Un ancien ministre de la Justice, aujourd'hui disparu, m'a dit un jour que si on voulait évaluer le niveau de civilisation d'une société ou d'un pays, il suffisait de visiter ses prisons et de voir comment on y traite les détenus. Les spécialistes m'ont dit que la norme pour un centre de détention était de 2,8 mètres carrés par prisonnier. On me dit que chez nous, le taux d'occupation des prisons est de 320% de leur capacité. Définitivement, nous devons faire quelque chose pour remédier à cette situation. Je suis certain que tous les ans, vous entendez les mêmes rengaines sur l'indépendance de la justice, la détention préventive prolongée, le surpeuplement de nos prisons, la corruption au sein du système, la perte de confiance des justiciables, et j'en passe. Je ne peux pas vous mentir en prétendant que, dans le court laps de temps
que doit durer cette période intérimaire, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger va pouvoir régler tous ces problèmes. Cependant, je peux vous dire que nous aurons toutes ces questions à l'esprit quand il s'agira de réaliser des arbitrages budgétaires. En terminant, je veux saluer la réélection de la bâtonnière, Maître Suzy Legros, et de son conseil. Je vous fais part de ma disponibilité totale pour vous rencontrer à votre convenance. Je voudrais aussi rappeler à l'assistance ici présente